Voilà, eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par la République du Centre et la Mutualité française. Notre après-midi santé met aujourd'hui un coup de projecteur sur les agences régionales de santé, les ARS, qui ont fêté leurs 10 ans l'année dernière en 2020. Notre invité est le député LR de la Sarthe et avocat en droit public, Jean-Carl Grelier. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez bien le sujet et plus généralement les questions de santé. Vous avez rédigé et remis un rapport sur ces organismes, donc les ARS, devenus centraux, mais encore peu connus du grand public. On va justement en parler et s'arrêter un peu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais préciser pour vous qui nous suivez que ce webinaire est interactif, puisque vous avez la possibilité de poser des questions. Certains d'ailleurs le font déjà, en tout cas en salué, via le petit onglet de discussion qui est juste dans la barre en dessous des petites photos, des petites fenêtres. Donc n'hésitez pas, voilà, pour interpeller le député, monsieur Grelier, sur les questions que vous voulez. Et puis moi, je les relayerai évidemment au micro. Eh bien, écoutez, c'est parti. On est là pour 1 heure ensemble d'échange. Peut-être d'abord pour rentrer dans le vif du sujet, monsieur le député, les ARS ont été créés le 1er avril 2010. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel but? Oui, très volontiers. Alors, je voudrais d'abord saluer effectivement la République du Centre et la Mutualité qui organise ce webinaire. Vous remercier de m'y avoir convié, saluer chacune et chacun des participants. Le ministère de la Santé était à la recherche depuis plusieurs années d'une organisation territoriale qui permette de décliner territorialement les politiques de santé définies par le ministère de la Santé. Il a existé pendant très longtemps des services déconcentrés de l'État qui avaient cette responsabilité. Chacun se souvient de l'époque des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Et puis, c'était surajouté à ces deux structures régionales et départementales pendant quelques années, des agences régionales d'hospitalisation avec un haut fonctionnaire à leur tête qui était une espèce de préfet sanitaire. L'idée, c'était surtout de travailler sur les stratégies régionales. Et puis, rapidement, le ministère a estimé, à tort ou à raison, peut-être plus à tort qu'à raison d'ailleurs, que ça ne suffisait pas à coordonner efficacement et à réguler efficacement le fonctionnement du secteur sanitaire et du secteur médico-social sur les territoires et qu'il fallait fusionner plusieurs grandes administrations territoriales. On a notamment les URCAM qui ont fusionné avec les DRAS et puis tout ça a donné naissance aux agences régionales de santé. Vous l'avez très bien dit, ce sont des agences qui sont aujourd'hui assez méconnues par nos concitoyens. Elles ont été en première ligne dans la crise sanitaire et chacun a pu voir quel était le rôle essentiel qui est dévolu à ces agences. Et en même temps, on a vu aussi toute la difficulté qu'ont eu ces agences à s'adapter à des réalités territoriales, à sortir d'une hyper-normativation et d'une hyper-concentration des pouvoirs sur le siège régional des agences. Et c'est vrai que lorsqu'avec ma collègue députée de Seine-Maritime, Agnès Firmin-Lebaudot, nous avons rendu devant la Commission des affaires sociales un rapport d'évaluation sur 10 ans d'ARS, le premier constat qui a été le nôtre, ça a été celui-là. Les ARS sont des grosses structures régionales qui fonctionnent aujourd'hui sur parfois des territoires régionaux extrêmement importants et en même temps à l'échelle départementale, au plus près des populations, au plus près des élus, au plus près des acteurs de santé. Elles sont souvent assez inexistantes ou assez peu représentées et implantées. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie difficulté. Voilà, donc vous savez, le vieux défaut du ministère de la Santé qu'on constate un petit peu partout, c'est de vouloir tout maîtriser en pensant que dès lors qu'on maîtrise l'intégralité des schémas de prise de décision, on maîtrisera aussi le budget, puisque la seule politique de santé qui caractérise la France depuis 25 ans, c'est une politique exclusivement budgétaire. Il y a un déficit de la sécurité sociale et il faut par tous les moyens le résorber. Et quand je dis tous les moyens, c'est réellement tous les moyens. Chacun se souviendra de l'époque où on a cru bon de baisser drastiquement le numerus clausus, c'est-à-dire le nombre de médecins qu'on allait diplômer pour limiter les consultations, limiter les prescriptions et donc limiter le déficit de la sécurité sociale. Résultat des courses, 20 ans après, on a en Centre-Val de Loire, comme dans ma région voisine des Pays de la Loire, plus de médecins sur les territoires et on a toujours le déficit de la sécurité sociale. C'est donc que la méthode n'était pas la bonne. Voilà. Les ARS, c'est d'abord un instrument de régulation budgétaire et administrative qui concerne d'abord le secteur sanitaire, parce que c'est la compétence première des ARS,
je pense qu'on en reparlera plus en détail, la compétence médico-sociale est en effet souvent partagée avec les départements. C'est ce qui fait le fait que les ARS s'y sont au démarrage intéressés un petit peu. Vous le disiez tout à l'heure, effectivement, c'est un mastodonte technocratique, je crois que c'est l'expression que vous avez employée dans votre rapport, de par leur territoire, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, qui est souvent très, très vaste, et on y reviendra quand on parlera de l'échelon départemental un peu plus tard. Donc, leur territoire est immense, mais leur mission aussi peut-être un peu trop, d'après vous-même. Est-ce qu'il faudrait, ça veut dire qu'elles se recentrent, ces ARS, sur certaines tâches, ou est-ce qu'il faut les simplifier au contraire, et si oui, comment ? Vous savez, quand on s'est lancé dans ce travail d'évaluation des ARS, on a subi sous deux camps politiques différents, puisque ma collègue Agnès Firmin-Lebaudot n'appartient pas au même groupe politique que moi. On a subi des pressions assez fortes pour nous dire, mais la seule conclusion que mérite votre rapport, c'est de supprimer les agences régionales de santé. Or, ça n'est pas du tout l'option que nous avons retenue, pour une raison relativement simple. Le monde de la santé a déjà dépensé énormément d'énergie et de temps ces dernières années pour s'adapter à toutes ces grandes réformes structurelles. Et l'idée qu'il aurait fallu imaginer une nouvelle réforme structurelle pour penser, réfléchir et concevoir l'organisation territoriale de la santé nous a paru totalement absurde. Très sincèrement, les professionnels dans les hôpitaux, surtout en ce temps de crise sanitaire, ont bien d'autre chose à faire que de repenser les processus de décision. Par contre, on s'est efforcé de lister tous les points d'amélioration qui seraient nécessaires pour rendre plus fluides ces administrations. Alors, c'est vrai que ce sont des administrations qui sont nées il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans. Elles ont commencé à se mettre en place. Leur première problématique a été assez complexe. Ça a été d'abord de faire travailler ensemble des gens qui étaient sous des statuts différents. On avait les salariés des URCAM qui avaient un statut qui était quasi de droit privé, et puis les anciens salariés des directions départementales des affaires sanitaires et sociales qui étaient des fonctionnaires de l'État. Et ça a déjà été relativement compliqué d'homogénéiser ces statuts personnels qui n'avaient pas les mêmes rythmes de travail, qui n'avaient pas les mêmes rémunérations, qui n'avaient pas les mêmes primes. Or, tout le monde se retrouvait dans les mêmes bureaux et devait travailler ensemble. Et au moment où les ARS commençaient à être à peu près matures, est intervenue en 2015 la réforme du périmètre des régions, qui fait que certaines ARS se sont retrouvées à devoir fédérer des structures qui avaient déjà commencé à exister. C'est un peu moins vrai peut-être chez vous en Centre-Val de Loire, ça ne l'était pas dans les Pays de la Loire, mais si je prends l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine, de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou de l'Occitanie, on a vu des ARS qui ont dû fusionner entre elles pour ne plus en faire qu'une à l'échelle d'une région devenue absolument immense. Et en fait, on en était là de ce processus de création et de mise en œuvre des agences régionales de santé sur le plan administratif quand est survenue la crise sanitaire. C'est ce qui explique pour partie aussi le fait que souvent ces agences ont manqué de réactivité parce qu'elles n'étaient pas organisées pour gérer la crise, elles n'étaient pas culturellement formées à la gestion de la crise, en tout cas beaucoup moins que les autorités préfectorales, et c'est ce qui a fait que le démarrage a été un peu compliqué. Et puis surtout, ces grands périmètres régionaux, j'en rappelle quand même, on a aujourd'hui des régions genre en Nouvelle-Aquitaine, le département le plus éloigné de l'agence régionale de santé était à 6 heures de route du siège. Et donc, ça rend encore plus impératif la création d'un échelon départemental avec des directeurs départementaux d'ARS qui soient investis par délégation du directeur de l'agence d'une vraie délégation de pouvoir, mais également de moyens budgétaires. Parce qu'on a retrouvé, avec ma collègue Agnès Firmin-Lebaudot, nous sommes allés dans l'Yonne. Et dans l'Yonne, on a découvert une toute petite agence de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté avec 5 salariés seulement. Et la directrice nous a expliqué avoir passé tout son temps des premiers mois de la crise sanitaire au volant de sa voiture pour aller distribuer des EPI et ensuite pour aller distribuer des vaccins. Et le préfet, dans le même temps, nous disait, en fait, comme elle était sur la route en permanence, je n'avais aucun interlocuteur. Le DAZEN, le directeur des services de l'éducation nationale dans le département, nous disait la même chose. Quand j'avais besoin de la joindre, elle n'était pas là, elle n'était pas disponible. Et donc, on a beaucoup souffert dans l'organisation territoriale de ça. Je pense que la première des leçons qu'il faut tirer à la fois de la crise et de ces 10 ans d'existence des ARS, c'est qu'il faut les réimplanter à l'échelle départementale. Alors, on ne va pas réimaginer les DAS,
On va sans doute pas faire des services aussi développés qu'à l'époque des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, mais il est absolument indispensable que les acteurs de l'État, les élus locaux, les acteurs du monde de la santé et du monde médico-social aient des interlocuteurs en face d'eux qui soient des interlocuteurs investis d'un pouvoir de décision et de quelques moyens budgétaires de manière à pouvoir répondre le plus vite possible et en proximité à la demande qui se fait jour sur les territoires. Vous voyez, voilà, j'ai été longtemps maire d'une petite ville de 10 000 habitants dans l'est de la Sarthe. Je présidais à ce titre-là le conseil de surveillance de mon hôpital. Je n'ai, pour ainsi dire, jamais vu le représentant de l'ARS parce que l'équipe est trop petite, parce que l'hôpital était situé à 50 km du chef-lieu de département et que le responsable départemental n'avait pas le temps matériel de se rendre. Or, la directrice de mon hôpital était bombardée en permanence d'instructions de la part des ARS. Sauf que voilà, il n'y avait personne pour incarner l'institution et il manquait un échelon de dialogue indispensable. Ça, c'est ce que vous soulignez effectivement dans le rapport, c'est ce besoin de plus de proximité justement pour pouvoir être tout simplement plus efficace et plus en connexion. Bien sûr, vous avez un sujet. Pardon, vous avez un sujet qui va parler à tout le monde, c'est celui de la démographie médicale. On est sur des territoires, actuellement dans mon département de la Sarthe, 13% de la population n'a pas de médecin traitant. Ça représente 60 000 personnes à l'échelle d'un département comme le mien, qui n'est pas un gros département. C'est donc absolument colossal. Or, depuis 10 ans, les élus locaux sont totalement désemparés et on multiplie les initiatives ici ou là. Chacun essaie de trouver la solution adaptée à son territoire, alors que l'État, qui est d'abord le premier à exercer la compétence en matière de santé, est totalement absent de toutes ces actions, faute d'avoir un représentant investi de vrais pouvoirs dans le département. Voilà quelque chose qui rend encore plus criant les choses. Je suis l'élu d'un département qui compte 10 hôpitaux. Sur les 10 hôpitaux, 9 ont fermé partiellement ou totalement leur service d'urgence pendant l'été. Où était l'ARS ? Elle était à 250 km au siège régional. Le délégué départemental n'avait aucun pouvoir pour anticiper ou venir en aide aux chefs d'établissement, aux équipes médicales, pour essayer d'éviter la fermeture d'un service public absolument essentiel pour les populations. Voilà ce qui rend encore plus nécessaire la présence des ARS sur les territoires. Vous citiez, je crois juste que dans le Loiret, c'est 25% des habitants qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, c'est encore plus flagrant. Et vous parliez des hôpitaux ? Oui, dites, pardon, terminez. Non, je veux attirer l'attention de ceux qui nous écoutent sur le fait que nous sommes dans une situation durable. Ce manque de médecins qui est lié à un manque d'anticipation, dont j'ai rapidement donné les explications budgétaires tout à l'heure, va durer et va durer longtemps encore. Très souvent, le gouvernement nous dit « oui, mais on a supprimé le numerus clausus ». C'était une bonne décision, il fallait qu'elle soit prise. Mais comme on n'a pas donné de moyens supplémentaires aux universités, à ce jour, on a toujours le même nombre d'étudiants en médecine. Il y en avait 10 000 avant le numerus clausus, il y en a un petit peu plus de 10 000 aujourd'hui, mais en tout cas, pas de quoi régler durablement les problèmes de démographie médicale. Et donc, on va devoir faire 100 médecins sur nos territoires urbains comme ruraux durablement. Et là aussi, la présence de l'État sur les territoires au travers des agences régionales de santé ne peut pas se désintéresser de ces questions qui sont absolument essentielles. Effectivement, peut-être vous parliez de l'hôpital aussi tout à l'heure. C'est évidemment des plus grosses compétences des ARS. Vous dites même qu'ils sont trop hospitalo-centrés, que les ARS sont trop hospitalo-centrés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire et puis peut-être rappeler qu'effectivement, ce n'est pas son seul champ de compétences en fait? Alors, ce qu'on a appelé l'hospitalocentrisme, c'est le fait que les ARS, parce que c'est leur première compétence, celle qui leur a été donnée par la loi HPST de 2009, consacrent beaucoup de temps, beaucoup de personnel et beaucoup d'énergie à la régulation hospitalière. C'est à la fois la régulation budgétaire allouée aux hôpitaux. Alors, les hôpitaux, je dirais, du secteur de la médecine, de la chirurgie et de l'obstétrique travaillent beaucoup en T2A et donc là, ont aussi des recettes en provenance de la CNAM. Mais il y a tout ce qu'on appelle les missions d'intérêt général qui sont une part importante du budget des hôpitaux qui arrivent par le canal des ARS. On a aussi tout le secteur de la psychiatrie qui est totalement dépendant des agences régionales de santé, avec d'ailleurs des disparités extrêmement fortes, puisque chaque directeur d'agence régionale de santé définit l'enveloppe qu'il donne et qu'il consacre à chaque hôpital psychiatrique.
qui veut dire que d'un département à l'autre et d'une région à l'autre, les hôpitaux psychiatriques ne sont pas dotés à même hauteur, ce qui interroge beaucoup sur l'égalité d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire national. Mais donc, la première régulation, elle est d'ordre budgétaire. La deuxième régulation, elle est d'ordre administratif. Vous ne pouvez pas ouvrir un lit d'hospitalisation sans obtenir au préalable une autorisation de l'Agence régionale de santé, qui va diligenter une instruction du dossier, qui va prendre entre 6 et 9 mois, et au bout du compte, il sera rendu une décision favorable ou défavorable. Regardez ce qui vient de se passer avec la crise sanitaire. La vraie jauge de la crise sanitaire à ce jour encore, c'est le nombre de lits d'hospitalisation en service de réanimation. Or, entre le début de la crise au printemps 2020 et aujourd'hui, cette fin d'année 2021, on n'a quasiment pas créé de lits d'hospitalisation en réanimation supplémentaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement, là aussi, fluidifier les choses, faire davantage confiance au terrain, être dans ce qu'on appelle parfois le principe de subsidiarité, qui consiste à faire beaucoup mieux près du terrain que quand on s'en éloigne, pour que les directeurs d'hôpitaux puissent décider eux-mêmes en lien avec leurs équipes médicales si on crée un lit ou si on ne les crée pas, plutôt que de solliciter le régulateur régional. Et puis, la part la plus importante, ce sont toutes ces normes qui arrivent tous les jours dans les hôpitaux. Un directeur d'hôpital nous disait qu'il reçoit à l'année environ 400 normes à appliquer en provenance soit directement du ministère, soit de l'Agence régionale de santé. Et là, on a une production normative qui devient déraisonnable. Et voyez-vous, c'est un point très fort parce que on nous a fait croire pendant des années que c'était la modernité des services publics que désormais de ne plus être dans l'opérationnel, de laisser l'opérationnel aux collectivités locales ou à d'autres acteurs et d'être désormais dans le contrôle. Aujourd'hui, en fait, on a le même nombre de fonctionnaires qu'avant, sauf que d'être sur le terrain et opérationnel, ils sont devenus des éléments de contrôle. Et plus on contrôle, plus on crée de la norme. Parce que plus celui qui contrôle veut protéger sa propre responsabilité et rajoute des codicilles à toutes les normes existantes, qui fait qu'à un moment donné, on ne sait même plus comment la norme vient de s'appliquer. Et c'est ça le risque. On a par exemple en matière, pour sortir 2 secondes du secteur de la santé, on a la même chose en matière d'urbanisme. On avait des subdivisions de l'équipement un peu partout dans les territoires de nos départements. On a fermé ces subdivisions. On a concentré les personnels dans ce qu'on appelle maintenant les directions départementales des territoires, dans les chefs-lieux de département. Et désormais, ces services ne font plus que du contrôle. Et on a vu émerger depuis quelques années des normes supplémentaires, des interprétations administratives très différentes d'un coin à l'autre d'un département, parce qu'on a désormais confié exclusivement le contrôle aux fonctionnaires de l'État, là où ils étaient avant des acteurs de terrain. Sur le plan de la santé, on en est là aujourd'hui encore. Et c'est vrai que c'est ce qui fait que les ARS consacrent énormément de temps aux hôpitaux. Et puis, je le disais en préambule, c'est une compétence exclusive. C'est-à-dire que les ARS gèrent les hôpitaux, mais les gèrent toutes seules. Quand on parle du médico-social, quand on parle du budget d'un EHPAD, eh bien, il y a une discussion qui est obligatoire de par la loi entre l'ARS et le conseil départemental. Et donc, les choses sont un petit peu différentes et la perception qu'en ont les acteurs de territoire est parfois différente. Alors, je ne dis pas que ça simplifie tout le temps, parce que parfois, l'interprétation des normes n'est pas la même selon que l'on a la voix de l'ARS ou la voix du département, mais on est sur une compétence partagée. Mais c'est vrai que… Est-ce que l'ARS, pardon monsieur, est-ce que l'ARS devrait plus s'impliquer justement dans les EHPAD, dans le médico-social, au point que vous suggérez d'ailleurs de modifier un petit peu le nom, que ça devienne l'Agence régionale de santé et de l'autonomie? Est-ce que c'est juste symbolique ou ça en dit long quand même sur… Non, ça n'est pas que symbolique. Vous n'ignorez pas que le Parlement a créé à l'été 2020 une 5e branche de la sécurité sociale consacrée à l'autonomie, ce qui est d'ailleurs assez intéressant, puisqu'on a créé un vecteur budgétaire alors même que la loi autonomie ne sera pas programmée avant la fin de la mandature. Donc, on a un vecteur budgétaire, mais on ne sait toujours pas à quoi il va servir. Ce qui est encore un peu plus inquiétant, c'est qu'on ne sait toujours pas comment on va financer l'autonomie. Par contre, ce qu'on a bien compris, c'est que les ARS et la CNSA et les départements vont désormais se partager la gestion de cette branche autonomie. Et donc, il va y avoir effectivement une incursion de l'État plus forte encore qu'elle ne l'est aujourd'hui dans le secteur médico-social. Mais regardez, par exemple, l'une des difficultés que l'on a, c'est à intéresser les ARS au secteur libéral.
les professionnels libéraux me disent très régulièrement, on n'a pas d'interlocuteur, c'est compliqué, on n'est pas écouté, pas entendu, et on a l'impression qu'on n'intéresse pas. Or, qui peut penser et imaginer une seconde que les libéraux, les kinés, les dentistes, les infirmiers, les médecins ne sont pas des acteurs à part entière du monde de la santé sur nos territoires. Voilà. Donc, il faut qu'effectivement les ARS sortent un peu du secteur hospitalier et on peut les en faire sortir en déléguant une partie de leur pouvoir de décision au niveau des établissements, donnons plus d'autonomie. Enfin, on l'a vu pendant la crise sanitaire. On a vu qu'au moment où les ARS ont un peu levé la garde sur le plan administratif, on a vu des intelligences de terrain extraordinaires. On a vu des gouvernances d'hôpitaux être capables d'abolir quelques normes, de devenir efficace, d'être pragmatique et d'aller de l'avant pour régler le problème de l'urgence sanitaire. Eh bien, appuyons-nous sur ces expériences-là, faisons davantage confiance. Les directeurs d'hôpitaux aujourd'hui sont des fonctionnaires qui sont formés à très haut niveau. On devrait davantage leur faire confiance plutôt que de les normer en permanence et de les contrôler sur à peu près tous leurs actes. Et puis, on a à réfléchir aussi dans nos hôpitaux à la bonne gouvernance. Sans doute que le poids de l'administratif est un peu trop important et un peu supérieur au poids du médical. Voilà. Comment peut-on rééquilibrer les choses pour avoir une gouvernance équilibrée à qui on pourrait confier davantage de responsabilités pour en avoir un peu moins à l'Agence régionale de santé et permettre aux ARS de s'ouvrir au médico-social, de s'ouvrir à la prévention et l'éducation à la santé, ce qui n'est quasiment pas fait, et de s'ouvrir également à toutes ces branches qui sont parfois un peu oubliées. Je pense notamment dans le médico-social au handicap, qui est rarement un sujet majeur. Alors, on va revenir quelques minutes, si vous voulez bien, sur les problématiques d'échelon avec le président de la délégation territoriale du Loiret de la Mutualité française, Monsieur François Brière, qui voudrait vous poser quelques questions. Monsieur va apparaître à l'écran. Bonjour, monsieur. Voilà, je vais vous laisser vous adresser à notre invité. Donc, bonjour, monsieur le député. Voilà, moi, je réagis un petit peu aussi à chaud à ce que vous venez de dire. Et puis, je vois aussi d'autres collègues dans le fil de discussion qui, tout à l'heure, vous poseront sûrement d'intéressantes questions. Voilà, moi, je voulais revenir un peu sur ces marges de manœuvre. Est-ce que voilà, les ARS ont des marges de manœuvre au niveau régional via le FIR ou via les fonds qui viennent de l'État? Est-ce que ces fonds sont déjà peut-être trop axés sur des actions et donc ça limite les initiatives, ça limite les expériences? Vous avez parlé des déserts médicaux. Bah, la région Centre est le premier désert médical de France. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité, voilà, est-ce qu'il y a des fonds, est-ce qu'il y a des possibilités d'expérimenter des nouveaux accès aux soins avec les ARS? Voilà, c'est des questionnements qui se posent au quotidien, vous l'avez dit, hein, pour toutes les populations, pour les élus. Tous les maires que nous rencontrons aussi nous disent, voilà, à chaque fois, qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui à un maire? Ben, on demande un médecin traitant. Donc, c'est clair que c'est un problème du quotidien. Et moi, j'avoue aussi que je suis les ARS et je vois, depuis la crise sanitaire, je vois des superbes tableaux de reporting de ce qui se passe en termes de vaccination, en termes de propagation du virus. Il y a énormément de statistiques. J'ai peut-être vu le 10e rapport ici sur le désert médical, mais voilà, à part des statistiques, je ne vois pas de solution. Donc, en effet, on est sur de l'administratif, mais j'ai envie de dire presque du passéiste. Et ce que j'aimerais, moi, ce que j'attends des ARS, je ne suis pas le seul, c'est en effet qu'on aille vers l'avant, vers l'après, et qu'on propose des solutions. Voilà mes questionnements. Merci, Monsieur le Président, pour ces questions. Vous savez, moi ça a été dit par Madame Guibal tout à l'heure, moi, je ne suis pas arrivé à la santé par le canal de ma profession. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel de santé, je suis avocat de métier. Par contre, j'ai été maire d'une petite ville de 10 000 habitants qui a connu des problèmes de démographie médicale et j'ai mesuré à l'inquiétude et à l'angoisse que me relayaient mes concitoyens combien c'était un sujet majeur. Moi, je déplore d'ailleurs, je n'hésite pas à le dire, y compris dans ma famille politique, que dans les premiers débats de l'élection présidentielle, la santé est pour ainsi dire absente, alors que c'est sans doute la première des politiques publiques. C'est la seule politique publique qui intéresse à part égale tous les Français de la néonatalité jusqu'à la fin de vie. Et je suis étonné que ça ne prenne pas davantage de place que ça. Mais sans doute parce que depuis des années, on n'a pas considéré qu'il s'agissait d'un sujet
politique au sens noble de l'expression, mais d'un sujet technique réservé à des techniciens et d'un sujet exclusivement budgétaire. Donc, il faut qu'on parle de santé et qu'on en parle de manière différente. Et ça rejoint votre question, votre interrogation sur le positionnement, le rôle, l'impulsion que peuvent donner les ARS sur les territoires. Tant qu'il n'y aura pas une gouvernance un peu politique et réellement attachée au territoire et qui prenne en considération les données des territoires avant de ne prendre en considération que des données budgétaires ou les données statistiques, on n'aura pas des organismes qui joueront le rôle. Vous me parliez du fonds d'intervention régionale. Alors, c'est effectivement un outil assez précieux à la main des directeurs généraux d'agences régionales de santé. Je veux quand même souligner, c'est à l'échelle de notre pays, c'est 9 milliards d'euros. L'enveloppe annuelle des fonds d'intervention régionaux. Et en même temps, quand ils arrivent dans les ARS, ils sont fléchés par le ministère à 80%. C'est-à-dire que la marge de manœuvre qui reste au DG de l'ARS ne concerne que 20% d'une somme qui reste importante, mais quand elle est rapportée au nombre d'habitants ou quand elle est rapportée au nombre de départements qui constituent la région de l'ARS, finalement devient très relative. Et donc, ce moyen qui devrait être un moyen extrêmement efficace de répondre localement par des réponses locales et adaptées au territoire est finalement assez peu ou assez mal utilisé. On a vu pendant le rapport sur les ARS, on a vu une expérimentation intéressante dans la région Grand Est. Chaque directeur départemental de l'ARS, et vous notez que la titulature est importante, hein, là-bas on ne parle pas de délégué départemental, on parle de directeur départemental de l'ARS, et chaque directeur départemental se voit confier par le DG de l'ARS une enveloppe du FIR laissée à sa disposition pour venir en aide aux initiatives départementales. Voilà, je trouve que ça, c'est un exemple assez parlant, assez concret de ce qu'il faudrait sans doute déployer davantage sur les territoires. Mais ce qu'il faudrait surtout, c'est que la réelle dimension territoriale soit incluse dans la gouvernance des ARS. C'est pour ça qu'on a eu là-dessus quelques divergences de vues avec ma collègue co-rapporteur, et donc on a trouvé dans le rapport une formule un peu moyenne qui convienne à l'un et à l'autre. Mais moi, je serais assez favorable à ce que les usagers, les collectivités territoriales, les professionnels de santé publics, privés et libéraux aient leur place dans la gouvernance des agences régionales de santé. Moi, je serais assez favorable à ce qu'on mette en place, dans le cadre, par exemple, des URPS, des formules d'évaluation des politiques. Qui évalue aujourd'hui les politiques conduites par les ARS? Absolument personne. Le conseil de surveillance est une chambre d'enregistrement qui enregistre a posteriori les décisions du directeur général. Mais on n'a rien de plus que cela. Et c'est notoirement insuffisant. Alors, une fois de temps en temps, tous les 10 ans, on a un rapport de la Cour des comptes, mais comme il arrive avec beaucoup de retard sur le calendrier, il perd beaucoup en pertinence. Donc, on devrait pouvoir avoir des outils et des instruments à la disposition des acteurs du territoire pour évaluer que les politiques mises en œuvre par le directeur général de l'ARS sont des politiques efficaces. Alors, je ne suis pas pour régionaliser la santé. Je pense que les politiques de santé doivent continuer à être définies nationalement au regard notamment des exigences de l'égalité d'accès à la santé sur l'ensemble des territoires. Mais il faut qu'on arrive à davantage territorialiser le caractère opérationnel des ARS. Et pour ça, il faut impliquer les acteurs locaux. Et quand je dis les acteurs locaux, ce n'est pas exclusivement les élus locaux. Il en faut, évidemment. Mais avant les élus locaux, il y a aussi tous ces professionnels de santé qui sont en première ligne et qui n'ont jamais leur mot à dire sur ce qui se décide au niveau des agences régionales de santé. Et je pense qu'à un moment donné, si on arrive à faire évoluer dans cette direction-là nos ARS, elles deviendront un peu plus opérationnelles, un peu plus territoriales, un peu plus ancrées dans la réalité des territoires et un peu plus enclines sans doute à prendre en considération les spécificités. Quand on est en Nouvelle-Aquitaine, on ne traite sans doute pas les problèmes sanitaires et les problèmes médico-sociaux de la même manière dans la Creuse ou dans le Bordelais. C'est une évidence. Voilà. Et donc là, prendre en compte ces dimensions-là, ça ne peut se faire qu'à partir du moment où ces territoires un peu plus éloignés ont aussi des porte-voix qui siègent à un moment donné dans les instances régionales. Alors on me dit souvent quand je dis ça, oui, mais il y a déjà des conseils de surveillance, souvent les élus régionaux ne viennent pas, ne se déplacent pas, les élus départementaux pas davantage. Oui, mais vous savez,
les élus ont souvent des agendas chargés, certains cumulent ces fonctions électives, et le président de la mutualité le sait bien parce que c'est la même chose dans le monde associatif et mutualiste, on cumule souvent ça avec d'autres activités à côté, et donc personne n'a envie de se déplacer à plusieurs heures de route pour assister à un conseil de surveillance où finalement sa voix ne pèse rien, où son avis n'est pas pris en considération et qui n'est qu'une chambre d'enregistrement de décisions qui sont déjà prises et pour partie déjà exécutées. Donc ça ne fonctionnera pas. Moi, j'appelle réellement de mes voeux une profonde refonte de la gouvernance des ARS. Une fois encore, pas de révolution, plus personne n'en veut, mais une profonde refonte de cette gouvernance. J'étais, vous voyez, plus jusqu'au boutiste que ma collègue parlementaire. Moi, ça ne me choquerait pas qu'on ait dans les agences régionales de santé un conseil d'administration qui soit un peu comme l'est un conseil municipal à l'échelle d'une commune, c'est-à-dire une instance qui prend les grands axes, qui définit les grandes orientations, et un DG d'ARS qui devienne l'organe d'exécution de ces décisions. Ce qui n'enlèverait pas à l'État sa compétence, qui n'enlèverait pas au DG d'ARS le prestige de leurs fonctions, mais qui les placerait en quelque sorte sous l'autorité d'un organe décisionnel collectif dans lequel seraient représentés tous les acteurs du territoire. On aurait peut-être là quelque chose d'un peu plus efficace. Sur la gouvernance, monsieur, je me permets de rebondir et je vous redonne la parole, monsieur Brière, si vous le souhaitez. Mais sur le recrutement des directeurs généraux, d'ailleurs, vous vouliez aussi changer ce modèle-là. Non, je ne veux pas changer, je veux revenir à l'esprit de la loi HPST. La loi HPST avait beaucoup d'inconvénients. Elle a eu cet avantage à un moment donné, c'était d'ouvrir très largement le recrutement des DG d'ARS. L'idée, c'était que ce ne soit pas exclusivement des hauts fonctionnaires formés par la voie de l'École nationale d'administration et qu'on puisse enrichir ces fonctions territoriales de la santé de profils un peu différents. Et finalement, ça a bien marché au démarrage. On avait des appels à candidatures nationaux, on avait des profils très différents, on a vu des médecins, on a vu des préfets, on a vu un certain nombre de gens qui postulaient et qui parfois étaient nommés sur ces fonctions. Et puis, progressivement, le ministère de la Santé s'est réapproprié ces postes et les a inscrits dans le schéma de carrière des hauts fonctionnaires du ministère. Et donc, aujourd'hui, on a des ARS qui sont totalement inféodés, qui ont perdu ce regard un peu extérieur, le regard du béotien, le regard un peu neuf sur les choses, et qui sont… Voilà. Et alors, vous savez, quand vous êtes haut fonctionnaire du ministère, que vous allez en ARS, votre premier souci, c'est surtout de ne pas mécontenter votre administration centrale parce que 2 ans ou 3 ans après, vous allez y retourner pour suivre votre carrière. Voilà. Je cite un exemple qui me vaut quelques inimitiés fortes, mais que je cite volontairement. Regardez ce qui vient de se passer sur la Caisse nationale d'assurance maladie, cette espèce de consanguinité à l'intérieur des services de l'État. Vous avez le directeur de cabinet du Premier ministre, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie qui devient directeur de cabinet du Premier ministre, et vous avez le directeur adjoint du cabinet du Premier ministre qui devient directeur général de la CNAM. Tant qu'on fonctionnera comme ça en vase clos, on ne s'en sortira pas. Moi, j'ai connu une DG d'ARS dans ma région des Pays de la Loire qui, quand je suis devenu parlementaire, avait été nommée directrice générale de l'offre de soins du ministère des Affaires de la Santé et de la Solidarité et qui, aujourd'hui, est à l'IGAS et qui évalue les politiques publiques qu'elle a elle-même mises en œuvre quelques années auparavant. Enfin, cet entre-soi du ministère de la Santé me paraît aussi un handicap majeur. Oui, vous disiez que vous rêviez d'ailleurs d'un directeur d'EHPAD à la tête mais bien sûr, mais bien sûr. L'avenir nous le dira. Et même le directeur d'un établissement accueillant des personnes handicapées. Enfin, vous voyez, des profils un petit peu différents. Il faut refaire de la direction générale des ARS une direction de mission et non pas le passage obligé dans le déroulé d'une carrière administrative. C'était l'idée originelle. Pardon de vous avoir coupé. Monsieur Brière, peut-être vous vouliez ajouter quelque chose, sinon j'ai une question aussi à prendre sur le fil. Là, dites-nous. Voilà, je vais réagir, poser une deuxième question et après je laisserai les questions du fil. Voilà, monsieur le député, vous parliez en effet aussi des contacts, des relations avec les libéraux. Est-ce que, et je vois que parfois les prérogatives de l'ARS et des caisses primaires se chevauchent un peu. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à créer, des liens ici pour justement impliquer davantage les libéraux et en effet, pourquoi pas des médecins aussi, vraiment, voilà,
des médecins davantage dans la gouvernance de l'ARS et qui seraient complètement, complètement appliqués, parce qu'on le voit notamment dans les déserts médicaux, il y a un vrai manque vis-à-vis des médecins et même de tous les libéraux, quoi. Ils sont pas en déshérence, mais presque, hein. Ils sont un peu laissés eux-mêmes sur le terrain, quoi. Vous avez mille fois raison, Monsieur le Président. C'est exactement comme ça que les choses se passent. Les ARS devraient être le premier des interlocuteurs des libéraux. Quand un médecin généraliste approche de l'âge de la retraite, il commence à se soucier de savoir s'il sera remplacé ou pas et à s'inquiéter de ce que deviendra sa patientèle, plutôt que d'aller voir son maire en première intention, la logique voudrait qu'il aille voir celui qui a en charge et en responsabilité la santé, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé. Mais comme il n'y a quasiment pas de représentation départementale des ARS aujourd'hui, les libéraux n'ont aucun interlocuteur. Et alors l'exemple que vous citiez de la relation entre les caisses primaires d'assurance maladie et les ARS, c'est assez édifiant. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre région, mais je vois dans la mienne, l'instrument statistique pour savoir quel est le nombre de médecins et l'âge des médecins et essayer d'anticiper les départs à la retraite, en général, celui des ARS a 4 ans de retard. Et on a des problèmes de communication entre l'assurance maladie et l'ARS, parce que si on veut savoir combien il y a de médecins et quel est l'âge de médecin, il faut demander à la CPAM, elle a toutes ces informations. Mais comme il n'y a visiblement pas de dialogue institutionnalisé entre les ARS et les CPAM, on a 2 administrations qui s'ignorent, mais vous savez, on a la même chose à la tête de l'État. Entre le ministère de la Santé et le vice-ministère de la Santé qui est devenu la Caisse nationale d'assurance maladie, on a la même chose. On en a un qui fixe les objectifs et l'autre qui a les cordons de la bourse. Tant que ça fonctionnera comme ça, on ne s'en sortira pas, hein. Vous savez, je risque tous les jours d'être excommunié de ma famille politique, alors j'en ai pas grand-chose à faire. Je leur dis qu'il faut abroger les ordonnances Juppé. Réintégrons la santé dans le budget de l'État. D'abord, ça permettrait de dégager des moyens supplémentaires par solidarité entre les autres politiques publiques. On a été capable de le faire sur l'éducation, on a su le faire sur la justice, on est capable de le faire pour la défense nationale, mais comme depuis 1996, on a un budget séparé de la santé, enfin de la sécurité sociale en général et de la santé en particulier, séparé du budget de l'État, on n'arrive pas à s'en sortir. Et puis, désolé, mais les hydres à 2 têtes, ça n'a jamais marché. Or, aujourd'hui, on a une hydre à 2 têtes au niveau national et on a la même déclinaison à l'échelle régionale. Et le constat que vous faites, que je fais aussi, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous imaginez, quand on veut faire une CPTS aujourd'hui, c'est l'ARS qui va définir le périmètre de la CPTS, mais c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui doit valider le projet de santé pour dire si elle finance ou pas. Enfin, ça veut dire qu'on a aujourd'hui, moi je vois dans mon département, j'ai une CPTS énorme qui s'est créée. Avec les premiers crédits de l'assurance maladie, ils ont recruté une secrétaire administrative et ils sont en train de faire une espèce d'établissement hors les murs. Ça ne servira à rien, ça va coûter beaucoup plus cher. Et surtout, les patients ne verront pas la différence et n'auront pas davantage accès à la médecine libérale. Merci beaucoup. Monsieur Brière, encore un petit mot ou c'est bon de votre côté? Voilà, laissons un petit peu la parole aussi aux autres participants. Bon. Merci. Très bien, merci à vous en tout cas. Alors oui, effectivement, il y avait une question là sur le fil. Je vous la lis in extenso. Il avait été question à la création d'une agence nationale de santé. Quelle pourrait être la pertinence d'une telle agence à la tête des ARS avec une gouvernance associant les acteurs pour renforcer les orientations en faveur de politiques de santé globales dans les territoires? C'est une question extrêmement pertinente parce qu'effectivement, elle nous a été soulevée à plusieurs reprises. Il y a un vrai problème aujourd'hui de coordination entre les agences régionales de santé et le ministère de la Santé. On a un ministère de la Santé qui continue d'être organisé en silos, direction de la sécurité sociale, direction générale de l'offre de soins, direction générale de la santé, pour ne parler que des 3 plus grandes. Et en face, on a les DG d'ARS qui ont géré une responsabilité qui est plus horizontale. Et on fait buter le vertical sur l'horizontal et évidemment, ça ne fonctionne pas bien. Ce qui est intéressant, c'est que cette remarque-là nous a été faite par 2 anciens ministres de la Santé. C'est dans l'ordre d'apparition au générique Claude Évin, qui a été ministre de la Santé, et c'est Xavier Bertrand qui a été ministre de la Santé. Vous voyez, c'est intéressant parce que 2 points de vue d'origine politique différentes, mais eux, vus avec le recul qui est le leur aujourd'hui, nous disent
on a là quelque chose qui ne fonctionne pas. On a quelque part quelque chose qui fonctionne de manière très verticale, d'autre part quelque chose qui fonctionne de manière très horizontale, et évidemment, ça ne s'emboîte pas bien. Il a été créé depuis plusieurs années au sein du secrétariat général des ministères sociaux, un secrétariat général adjoint qui est censé mettre un peu d'huile dans les rouages. En fait, le ministère, c'est mon interprétation, elle n'engage que moi, mais le ministère de la Santé a refusé l'idée de création de cette agence nationale qui viendrait coordonner les agences régionales parce que la grosse crainte, c'était que le ministère perde la maîtrise. Voilà. La peur du ministère de la Santé sur tous les sujets, c'est de perdre la maîtrise. Pourquoi le ministère de la Santé n'aime pas les libéraux? Parce qu'il ne les maîtrise pas. Pourquoi il n'aime pas l'hospitalisation privée? Parce qu'il ne la maîtrise pas. Le ministère de la Santé n'aime que ce qu'il maîtrise. Quand on fait des CPTS, dont je parlais tout à l'heure sur les territoires, c'est une façon pour l'État d'essayer de prendre la main sur les libéraux. Faut pas se leurrer. L'objectif est toujours le même. La philosophie du ministère de la Santé n'a pas changé d'un iota depuis 25 ans. C'est je suis chargé de réguler et plus je contrôle, plus je régule. Voilà. Et donc, plus le contrôle du ministère s'étend largement sur les acteurs, sur les territoires et un peu partout, plus ils ont le sentiment de maîtriser le sujet. Voilà, sauf qu'en fait, ils ne maîtrisent rien et qu'on a bloqué administrativement toute une partie de cette administration qui fonctionne pas, qui ne fonctionne plus bien, en tout cas pas de manière suffisamment efficace au regard des moyens énormes qui lui sont alloués. Je veux quand même rappeler que je sais que quand on vote le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ça n'intéresse pas la foule, ça n'intéresse pas les Français, ça intéresse assez peu les médias, à l'exception peut-être de la Nouvelle République, mais on est malgré tout sur le premier budget de l'État. C'est presque 600 milliards d'euros qui sont votés nuitamment, discrètement, sans faire de bruit. C'est presque 2 fois le budget de l'État. Voilà, donc à un moment donné, tout ça justifierait qu'au regard de ces moyens énormes qui sont donnés à l'assurance maladie, on ait un peu plus de gouvernance politique, on ait des axes et des stratégies un peu mieux définies. Vous savez, j'ai essayé ici ou là, j'ai posé à quelques reprises à d'anciens ministres de la Santé, je leur ai dit, mais à l'époque où vous étiez au pouvoir, quelle était votre vision à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de la santé? Je n'ai jamais eu de réponse. Ils me disent, non, mais on ne peut pas raisonner comme ça parce que le budget de la santé, comme il est voté tous les ans, en fait, notre horizon, c'est 1er janvier, 31 décembre. Et c'est absolument impensable. J'ai déposé il y a 18 mois sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi de programmation en santé sur 5 ans. On a été capable de le faire en matière de défense nationale. Tous les ans, au printemps, il y a un débat à l'Assemblée pour voir si la loi de programmation militaire est correctement appliquée ou pas. Et on n'est pas capable de le faire sur le premier budget de l'État, sur les 600 milliards d'euros de la santé. Voilà quelque chose d'absurde. Regardez à l'Assemblée nationale où je siège aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur la santé. Le seul moment où on parle de santé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est au moment de la loi de financement de la Sécu, c'est-à-dire sur un document extrêmement technique, comptable, budgétaire, qui est un document d'experts. Et finalement, il y a assez peu de parlementaires à prendre part au débat parce que c'est assez imbuvable. Mais pourquoi n'aurait-on pas, comme dans nos collectivités locales, un débat d'orientation budgétaire en santé au printemps qui définirait les grands axes, la stratégie, la volonté du gouvernement, qui ferait l'objet d'un débat public à l'Assemblée devant les Français et dont la loi de financement à l'automne ne serait que la traduction budgétaire et comptable qui intéressera les spécialistes du budget et de la compta. Vous voyez, voilà une réforme qui mettrait la santé au cœur des préoccupations politiques et qui ne coûte pas un centime. De toute façon, au printemps, le Parlement siège, donc ce n'est pas un problème. Et on ne paiera pas plus cher les députés parce qu'ils bossent là-dessus en plus du reste. Ce n'est pas un problème non plus. Et en même temps, on donnerait par ce biais-là une vraie dimension politique à ces questions de santé. Parce qu'au fond, c'est ce que disait le président Brière tout à l'heure, et c'est ce qui est sous-jacent dans tout ce qu'on a lu ici ou là. La santé dans ce pays n'est pas gouvernée, elle est administrée. Ce qui est une différence notable. Et c'est pas une élucubration de juriste, ce que je suis en train de vous dire là, mais pour être gouverné, il faut qu'il y ait des choix politiques de fait. Depuis quand a-t-on interrogé les Français pour savoir ce qu'était leur souhait en matière de santé? Oui, on le disait tout à l'heure, regardez ce décalage entre tous ces débats où on nous parle de sécurité, d'immigration. Alors, il faut sans doute en parler,
Mais on est en pleine crise sanitaire. Vous avez des millions de Français qui n'ont plus de médecins traitants. On continue de fermer des services hospitaliers et le monde politique ne s'intéresse pas à cette question-là. Voilà, à mon petit niveau, mais il reste très modeste, je vous rassure, j'essaie d'aiguillonner, mais c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué parce qu'on a une fois encore trop enfermé la santé dans le truc. Une anecdote, je vois le compteur, je vois qu'on a encore un peu de temps, alors j'abuse un peu de votre gentillesse, mais quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, mon président de groupe m'a dit d'emblée, tu iras à la commission des lois parce que tu es avocat. Et je lui ai dit non, je veux m'occuper de questions de santé, parce que j'avais, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mon passé de maire qui me poussait à ça. Et il me dit, mais c'est idiot, tu n'es pas médecin. Je lui ai dit, mais on n'a pas besoin d'être médecin pour s'intéresser aux questions de santé. Je suis père de famille, je suis patient moi-même de temps à autre, et rien qu'à ce titre-là, puis je suis citoyen, et à ce titre-là, ça m'intéresse. Voyez comme le système est enfermé, quoi, hein, et jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et ça, c'est problématique. Regardez d'ailleurs le profil des ministres de la Santé. Que des toubibs, ou une pharmacienne quand c'était Roselyne Bachelot, mais on n'a que des médecins et quasiment que des médecins de l'hôpital public. Olivier Véran est un praticien hospitalier, ce qui n'est pas du tout un reproche de ma part, mais Agnès Buzyn était professeure des universités, praticien hospitalier. Et on ne peut pas… Enfin, voilà, vous savez, je peux le dire aussi publiquement aujourd'hui, j'ai toujours pensé comme avocat que le pire des gardes des Sceaux, c'était un magistrat ou un avocat. Ben, vous avez été servi, c'est bien. Pour reparler de cette crise là, qui nous occupe encore quasiment 2 ans après, comment on fait face les ARS? Vous l'avez évoqué un tout petit peu tout à l'heure, est-ce qu'on peut s'y attarder un tout petit peu? C'est un épisode évidemment qui était inédit. Comment vous jugez qu'elles s'en sont sorties finalement? Est-ce qu'elles ont été un rouage essentiel et facilitateur dans l'histoire? Ça a été très compliqué au départ. D'abord parce qu'il y a eu une très grosse incompréhension des acteurs de territoire. Le spécialiste dans les départements de la gestion de la crise, c'est le préfet. L'administration qui est organisée pour la crise, c'est le préfet. Qui déclenche le plan Orsec, c'est le préfet. Qui gère les situations de crise climatique et autres, c'est le préfet. Et donc, le premier réflexe de la plupart des acteurs, ça a été de s'adresser au préfet. Or, on est dans le domaine sanitaire et donc le domaine sanitaire échappe aujourd'hui complètement à l'autorité préfectorale. Donc, le démarrage a été compliqué. L'autorité préfectorale s'adressait aux agences régionales de santé qui ont vu arriver cette vague de la crise sanitaire et qui n'étaient ni structurées, ni organisées, ni formées à la gestion de cette crise. Donc, les débuts ont été extrêmement chaotiques. Je rappelle que quand il a fallu distribuer des équipements de protection individuelle aux soignants qui se protégeaient avec des sacs poubelles, c'est les collectivités locales et les préfets qui ont essayé de parer au plus pressé. Quand il a fallu trouver des masques à l'époque où on nous disait que ce n'était pas complètement obligatoire, surtout parce qu'il n'y en avait pas, ça a été là aussi très compliqué. Ce sont les élus locaux, ce sont les préfets qui ont essayé de pallier. Les ARS étaient complètement absents. Puis, au fur et à mesure du déroulé de la crise sanitaire, les ARS s'y sont mises et je crois pouvoir dire qu'au stade où nous en sommes aujourd'hui, le partage des rôles entre les préfets et les ARS est relativement clair entre eux. Pour l'extérieur, c'est plus compliqué. Vous avez le 12 janvier 2021, le Premier ministre qui signe un courrier à tous les DG d'ARS et tous les préfets pour mettre en place les centres de vaccination. Vous savez, ceux qu'on a fermés il y a 15 jours et qu'on est en train d'essayer de rouvrir aujourd'hui parce que finalement, il y a urgence. Eh bien, ces centres de vaccination, la note du Premier ministre dit en toutes lettres, toute la partie aval incombe au préfet, toute la partie amont incombe aux ARS. J'ai inversé, c'est la partie amont au préfet, la partie aval aux ARS, excusez-moi. Et, enfin, je veux dire, dans le jargon administratif, je pense qu'un préfet et qu'un DG d'ARS sont capables de comprendre ce genre de discours. Mais vous comme moi, qui attendons une 3e dose de vaccin, ces millions de personnes qui prennent des rendez-vous, allez leur expliquer qu'il y a une partie du boulot qui est fait par les préfets, une partie du boulot qui est fait par les ARS. Vous voyez, et c'est là aussi où, à un moment donné, il faudra qu'on réfléchisse à une vraie répartition du pouvoir. Parce que je ne veux pas jouer les Cassandres, mais il est assez probable que les crises sanitaires, on en aura d'autres. Parce que, voyez-vous, il m'a semblé, moi qui ne suis pas un scientifique, qu'il n'existait pas qu'un seul et unique virus dans ce bas monde. Et donc, il est probable qu'un jour, on en ait un autre qui peut-être sera moins dangereux ou plus dangereux, en tout cas qui pourra proliférer aussi vite.
Et il faut qu'on tire les leçons de tout ça. Il faut qu'on s'organise un peu mieux qu'on l'a fait. Enfin, donc aujourd'hui… Justement, dans la meilleure organisation, pardon de vous couper, mais vous évoquez la création d'une réserve administrative. Comment elle fonctionnerait? Comment vous la voyez, cette réserve? À quoi elle servirait? Eh bien, un peu dans l'esprit de la réserve, un peu dans l'esprit de la réserve sanitaire, où on a vu que d'anciens professionnels de santé, retraités ou parfois ayant pris une autre orientation professionnelle, pouvaient s'inscrire pour venir en aide, pour faire de la vaccination, pour faire du dépistage, etc., etc. Et là, l'idée, c'est qu'on a vu aussi que le rythme qui a été imposé au service de l'État pendant la crise sanitaire était extrêmement important. On a vu des fonctionnaires travailler sur des amplitudes horaires qui étaient énormes. On en a vu qu'il y avait des difficultés quand les écoles étaient fermées, à garder leurs enfants, etc. Et donc, à un moment donné, une partie, pas tout, mais une partie du dysfonctionnement des ARS a été le manque de disponibilité du personnel. Et là, on se dit que sans doute parmi les cadres de la fonction publique de l'État à la retraite et encore en forme, intellectuellement et physiquement, certains pourraient se porter volontaires et candidats pour reprendre un peu de service voilà, sur le temps d'une crise pendant 15 jours, 3 semaines, de manière à amplifier un peu les effectifs des agences. Regardez par exemple la difficulté qu'ont eu les caisses primaires d'assurance maladie à recruter des traceurs. Vous savez, ces gens qui, une fois que vous êtes déclaré positif au Covid, sont chargés d'aller passer un coup de fil à tous les gens avec qui vous avez été en contact pour leur demander de se protéger. Bon, alors on a vu des grandes campagnes de promotion, etc. On aurait gagné un temps précieux si, plutôt que d'avoir tout ça, la caisse primaire d'assurance maladie avait eu à sa disposition la liste d'une vingtaine de volontaires qui étaient prêts à exercer cette mission-là pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois s'il avait fallu. Voilà, c'est ça. Qu'on soit bien clair, avec cette réserve administrative, on ne règle pas tout, hein, loin s'en faut. Mais je pense que, voilà, une fois encore, comme on n'a pas voulu casser tout le fonctionnement des ARS et qu'on a cherché à des pistes d'amélioration, on a cherché chaque fois qu'il était possible à mettre une petite goutte d'huile dans le rouage pour que, à l'avenir, ça fonctionne un peu mieux ou un peu moins mal, c'est selon. La goutte d'huile, ça pourrait être aussi tout simplement du personnel en plus, puisqu'en fait, ils ont perdu en 6 ans, je crois, moins 700 personnes, 700 agents. C'est 10% des effectifs. Vous imaginez qu'en même temps qu'on a agrandi les régions et que donc on a renforcé les besoins en personnel des agences régionales de santé, on a diminué le budget du personnel et donc à terme les effectifs de 10%. C'est totalement ingérable. Totalement ingérable. Voilà. Alors évidemment, quand on est dans une période de crise budgétaire aussi, hein, il faut bien le dire, on n'aura sans doute pas le temps de parler des finances de l'assurance maladie, mais c'est un vrai sujet de préoccupation. À ce jour, l'assurance maladie est virtuellement en cessation des paiements et s'il n'y avait pas un apport budgétaire important de l'État tous les ans, on aurait déjà mis la clé sous la porte. Est-ce que cet apport sera viable à terme? Est-ce qu'il pourra être pérenne ou pas? Là aussi, je suis étonné que ce soit une question que personne ne se pose. Mais voilà, donc il y avait un équilibre à trouver. Mais vous voyez, bon, chacun doit balayer devant sa porte et je vais balayer y compris devant la porte de ma formation politique. On a fait la RGPP, la Revue Générale des Politiques Publiques, à une époque où on a supprimé à la SERP des emplois de fonctionnaires et des emplois administratifs ici ou là. Sans doute que là-dessus aussi, on le paie, et sans doute que ce n'était pas un choix judicieux. Et certainement, il faut être en capacité à le reconnaître et à le dire aujourd'hui, notamment à tous ceux qui nous disent qu'il faudrait 500, 600, 800 000 fonctionnaires de moins. Je veux bien tout ça, mais on ne peut pas avoir une population qui a une exigence chaque jour un peu plus grande de services publics et dire aux services publics qu'on va diviser le nombre de vos fonctionnaires par epsilon. À un moment donné, voilà. Alors évidemment, je n'ignore rien des difficultés budgétaires, etc., etc. J'ai administré des collectivités locales, régionales, départementales. Je connais un peu le sujet, mais voilà, il y a un moment donné, on peut aller chercher des économies partout, sauf que quand on fait des économies qui entraînent derrière des dysfonctionnements, ça ne marche pas. C'est ce qu'on fait depuis 20 ans en santé. Voilà, et regardez même aujourd'hui, on a injecté presque 30 milliards d'euros avec le Ségur de la santé. Qu'est-ce que ça a changé pour les patients? Je vous le disais tout à l'heure, moi je suis l'élu d'un département, on n'a plus de médecins généralistes, on n'a pas accès à la médecine de spécialité dans des délais raisonnables, on continue de fermer des services hospitaliers. À quoi ont servi les 30 milliards d'euros? Ou c'est peut-être qu'on n'a pas bien analysé les choses, qu'on n'a pas suffisamment creusé le sujet et que peut-être le problème n'était pas exclusivement budgétaire. Il y fallait des moyens pour la rémunération des personnels, c'est une évidence,
Mais peut-être que les personnels n'attendent pas que ça. Un chiffre simplement, si vous m'y autorisez. Avant la crise sanitaire, il manquait 7000 infirmiers à l'hôpital public. Aujourd'hui, après la crise sanitaire qui n'est pas achevée, et surtout après le Ségur de la santé, il manque 21 000 infirmiers à l'hôpital. Ça veut dire que l'augmentation de 183 € net mensuels, c'était sans doute nécessaire, mais ce n'était pas suffisant. Si on ne s'intéresse pas à la carrière des fonctionnaires, prenez une aide-soignante diplômée à 19 ans. La seule chose qu'on puisse lui offrir, c'est pendant 42 ans de faire le même métier, avec simplement tous les 18 mois au début de sa carrière et tous les 24 mois en fin de carrière, une petite variation de sa rémunération. Mais qui a envie aujourd'hui, avec en plus la génération qui nous suit, qui aime plutôt changer d'horizon assez rapidement, qui peut imaginer de rentrer dans un métier comme celui-là, dont on sait qu'il est en plus physiquement, moralement extrêmement difficile. Alors, si on ne s'intéresse pas à ce sujet-là et qu'on se contente de distribuer de l'argent public, eh bien, on a ce qui est en train de se passer. Eh ben, je vous propose un prochain webinaire sur cette thématique-là de l'attractivité des métiers de la santé, parce qu'effectivement, avec grand plaisir. C'est assez dramatique. Voilà, l'idée est lancée. En tout cas, je crois qu'on a déjà fait un joli tour des points principaux, du moins abordés dans votre rapport. Peut-être un petit mot de la fin, monsieur, si vous voulez conclure. Non, d'abord vous remercier de mettre ce sujet dans l'actualité. Je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que la santé n'est pas suffisamment présente aujourd'hui dans le débat public. Et chaque fois qu'on a l'occasion d'en discuter, vous savez, moi, je ne crois plus à la vérité révélée en santé qui descendrait du ministère de la Santé. Je ne crois pas non plus que les parlementaires que nous sommes, qui réfléchissons et travaillons sur le sujet, aient non plus la vérité révélée. Et c'est de ces confrontations, de ce dialogue avec les personnes qui nous ont fait l'amitié de suivre le webinaire, qu'on arrivera à faire bouger les choses. Moi, je crois beaucoup à ces concertations, à ces dialogues permanents avec ceux qui connaissent beaucoup mieux le système de santé que nous, parce que ce sont ceux qui le font fonctionner au quotidien. Donc, merci de m'avoir donné l'occasion de répondre à vos questions, peut-être d'éclairer ceux qui nous ont écoutés, et puis de me nourrir aussi des réflexions que le président Brière et quelques autres par écrit ont pu faire au cours de cette audition. Merci infiniment, en tout cas, du temps que vous m'avez consacré. Eh bien, merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci, Monsieur Grelier, pour votre présence et vos explications précieuses. Et puis, bonne fin de journée à tous et à la prochaine fois.